Bonjour à tous, tout d'abord merci d'être là et je veux dire que j'étais très content de revenir pour vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait en postdoc ces dernières années, comme l'a dit Émilie, à Francfort, à Liège et maintenant à Zurich. Donc en ce qui concerne l'évolution de la croûte continentale, sur la base de l'analyse des isotopes radiogéniques in situ dans les minéraux accessoires, en particulier le zircon et l'apatite. Donc aujourd'hui ce que j'aimerais discuter c'est principalement les limitations de ces méthodes, et qu'est-ce qu'on peut véritablement dire sur la base de ces données pour comprendre l'évolution de la croûte continentale. Donc mes slides sont en anglais, je m'excuse, j'ai pris des morceaux de PowerPoint de plein de trucs, mais bon, la présentation est en français. Pas ça. Donc rapidement, sommaire vite fait sur ce que je vais vous raconter. Après avoir introduit la problématique de l'évolution des continents et son traçage par les minéraux accessoires, ainsi que les problèmes que ça comporte, je ferai grosso modo deux parties. Une partie sur la signification des données isotopiques en hafnium dans les zircons. Et je prendrai pour exemple plusieurs études de cas de mes projets récents, en Afrique du Sud, en Norvège et dans l'Asie centrale notamment. Et dans un second temps, je vous présenterai des données pour discuter un peu le potentiel de l'utilisation des isotopes radiogéniques dans l'apatite pour tracer l'évolution de la croûte continentale. Alors, quelques généralités sur l'évolution du continent. Pour ceux qui s'en souviennent, ça ressemble beaucoup après un diapo de ma soutenance de thèse. Donc on sait maintenant qu'il y a de la croûte felsique et potassique sur deux planètes du système solaire, typiquement sur Mars, mais par son abondance et son importance dans l'évolution planétaire, c'est vraiment une spécificité propre à notre planète. Donc ce qu'on sait, c'est que la croûte elle a été extraite à partir du manteau et que cette extraction elle s'est faite tout au long des temps géologiques, puisque les matériaux continentaux les plus anciens qu'on connaisse sont typiquement d'âge AD1. Ce sont les séquences de Nuvvuagittuq et d'Akasta au Canada ou encore les zircons de Jackils en Australie. Et le résultat de cette extraction aujourd'hui, c'est cet enregistrement un peu fragmentaire, ce patchwork de terrains d'âge très variés allant en gros de l'Ewarkien à l'actuel. Et si on rajoute la troisième dimension en profondeur, c'est une évolution des continents dans le contexte actuel de la tectonique des plaques, où grosso modo on forme et on détruit des continents au niveau des zones de convergence, que ce soit zone de subduction ou collision. Le problème c'est est-ce que ce tableau actuel est valable sur l'ensemble des temps géologiques? Et comme le résume bien ce diagramme schématique, c'est probablement pas le cas, puisque l'enregistrement géologique, en tout cas, ne permet pas de nous le dire, il est de plus en plus fragmentaire et de plus en plus ambigu lorsqu'on remonte loin dans les temps géologiques. Et les informations directes sur l'évolution géodynamique, notamment de notre planète, ne sont disponibles qu'à l'heure actuelle, par exemple via les données géophysiques. Donc l'ensemble de ce diagramme temps en profondeur, finalement, ne nous est pas directement accessible, ce qui fait que les questions de savoir comment, quand et à quel taux les continents ont été extraits du manteau et dans quel contexte tectonique sont encore très débattus. Donc c'est des problèmes qui sont connus depuis longtemps, mais on peut les voir aujourd'hui comme un problème de biais d'échantillonnage. On n'a tout simplement pas les échantillons qui permettent de couvrir toute l'étendue de notre diagramme. Alors il y a un certain nombre de méthodes qui ont été développées pour circonvenir à ces problèmes, notamment pour pallier à la non-représentativité de l'enregistrement géologique dans l'espace et dans le temps, l'étude de matériel sédimentaire qui permet de donner accès à des portions de croûte continentale aujourd'hui disparues, par exemple qui a été érodée ou recyclée dans le manteau. Et puis pour pallier au problème de la non-représentativité dans la profondeur, on a développé essentiellement des outils géochimiques comme les systèmes isotopiques radiogéniques à longue période, que sont par exemple les isotopes du strontium ou du néodyme, qui sont intéressants puisque les isotopes père-fils sont typiquement fractionnés lors des épisodes de différenciation d'ampleur lithosphérique, donc qui permettent de donner ces informations sur l'évolution du système croûte-manteau. Donc grâce à ces systèmes, on peut à la fois caractériser ces épisodes de formation de la croûte et des continents, mais aussi les dater au cours de l'histoire de la Terre. Alors au cours des 15 dernières années, on a un peu combiné ces deux approches en étudiant le zircon, qui est un minéral très intéressant, puisque c'est une phase accessoire très courante dans les roches crustales. C'est une phase très robuste, donc elle résiste à beaucoup de choses, donc on la retrouve souvent en grains détritiques dans les roches sédimentaires. On peut bien sûr le dater par la méthode uranium-plomb, et il est riche en hafnium, qui au même titre que le strontium et le néodyme est un isotope radiogénique à longue période. Donc on peut l'utiliser pour tracer la différenciation continentale. Et puis il est également adapté aux analyses in situ, puisqu'il est suffisamment riche en ces deux éléments pour être analysé par les méthodes in situ. Donc on peut distinguer des domaines d'âge différents dans des grains individuels de zircon et vraiment retracer en détail l'évolution des continents dans le passé. Donc comment ça fonctionne, le couplage âge isotope de l'hafnium dans le zircon pour tracer l'évolution des continents? Donc on suppose qu'on a un événement de formation de croûte à un âge donné à partir du manteau, et cet événement de croûte donc, fractionne les éléments lutécium et hafnium, donc père-fils,
Donc on se retrouve avec un réservoir mantélique résiduel et un réservoir crustal qui ont des rapports lutécium-hafnium différents, donc qui évoluent selon des pentes différentes dans cet espace. Le zircon, finalement, son inconvénient, c'est qu'il va cristalliser plutôt dans des magmas felsiques, donc des magmas granitiques, qui vont avoir tendance à recycler de la croûte continentale préexistante. Lorsqu'on date le zircon, donc, on va finalement considérer qu'on date des événements de recyclage de croûte, mais en déterminant sa composition isotopique d'hafnium initiale et en supposant un certain rapport lutécium-hafnium pour le composant crustal, on peut revenir à l'âge de formation de la croûte et donc dater l'événement de différenciation lithosphérique. Donc c'est ce qu'on appelle l'âge modèle hafnium. Et ces hypothèses, finalement assez simples, eh c'est la base des modèles d'évolution des continents basés sur l'isotope de l'hafnium dans le zircon à l'heure actuelle. Donc ces modèles, leur philosophie, c'est d'être le plus représentatif possible à l'échelle des temps géologiques et du globe. Donc on prend des bases de données couplées uranium-plomb, hafnium dans les zircons, soit on les compile à l'échelle globale, soit on étudie des zircons détritiques dans des roches sédimentaires. Donc ça donne ce type de base de données avec énormément de points, des dizaines de milliers de points. Et on étudie finalement, par exemple, la répartition statistique des âges modèles au cours de l'âge de la Terre pour dater les événements de formation de croûte et dater et tracer l'évolution du volume des continents. Excuse-moi. Pourquoi il y a une courbe grise et une courbe verte? À quel endroit? Ici, là? Ouais. Alors ici, il faudra demander à Bruno, mais je crois que c'est plutôt lié au fait que donc il a pris ces histogrammes là, et il a regardé la proportion d'âge modèle qui correspondait à de la nouvelle croûte tout au long de l'histoire de la Terre, donc ça correspond au point. Et cette différenciation entre les domaines verts et les domaines gris, il les a fait sur la base d'isotopes de l'oxygène. En disant que tout ce qui avait un oxygène mantélique, c'était de la nouvelle croûte, et tout ce qui avait un oxygène crustal, c'était de la croûte recyclée. Voilà. Et donc il est arrivé avec cette courbe, et donc sa conclusion, c'est qu'on a une inflexion dans la courbe de croissance crustale à 3 milliards. Mais c'est le diagramme que j'ai montré juste après. Donc de ces modèles que je vous ai montrés juste avant, donc on a défini ce type de diagramme, où on a en orange ici les courbes d'évolution du volume des continents au cours du temps, donc ces différents modèles déterminés sur la base d'isotopes de l'hafnium dans le zircon. Et ils nous disent grosso modo qu'on a une croissance continue des continents au cours de l'histoire de la Terre, avec, donc, comme je disais juste avant, une petite inflexion vers la fin de l'Archéen qui correspondrait à l'initiation de la tectonique des plaques modernes, et notamment au recyclage de croûte via la subduction, etc. Donc on a tout de même un certain nombre de problèmes avec ces interprétations, et elles sautent aux yeux en fait quand on regarde ce diagramme. C'est qu'on nous dit qu'on a une croissance continue de la croûte, mais l'enregistrement par les zircons, donc ça c'est la distribution en vert des âges zircons au cours de l'histoire de la Terre, est fondamentalement épisodique, avec des pics qui correspondent à l'assemblage des différents supercontinents. Et deuxième paradoxe, on nous dit que la majorité de la croissance crustale a eu lieu à l'Archéen, mais finalement c'est la période de l'histoire de la Terre où on a le moins de zircons dans l'enregistrement géologique et le moins de terrain à la forme. Donc comment expliquer cet ensemble de paradoxes? Soit certains, comme certains le proposent, ça puisse être un biais de préservation. Donc on cristallise plus de zircons au moment de la formation des supercontinents, on a majoritairement recyclé la croûte archéenne dans le manteau, etc. Ou alors est-ce qu'on ne peut pas envisager que c'est ces modèles d'évolution des continents basés sur l'hafnium qui puissent nous donner des réponses fausses, ou en tout cas très incertaines, parce qu'ils seraient entachés d'erreurs systématiques. Et on voit dans la littérature récente de plus en plus que finalement les hypothèses qui sous-tendent l'interprétation couplée uranium-plomb-hafnium dans les zircons sont beaucoup plus simplistes beaucoup trop simplistes par rapport à la complexité des processus géologiques, notamment le concept d'âge modèle, qui en soi souffre de grandes incertitudes. Par exemple, si on prend une croûte felsique ou une croûte mafique, ou bien différents réservoirs mantéliques pour considérer la composition du manteau de départ, on se retrouve souvent avec des âges modèles qui varient de plusieurs centaines de millions d'années, voire milliards d'années ici dans l'exemple. Et la complexité des processus géologiques en eux-mêmes, comme je disais, va aussi ajouter des incertitudes à ces âges modèles. Par exemple, si on a de la perte en plomb ancienne qui va amener à corriger la composition isotopique d'hafnium à un âge erroné, ou encore, comme je vais vous le montrer beaucoup par la suite, du mélange entre différents composants de source qui va conduire à calculer un âge modèle, là aussi complètement sans signification. Le problème avec les approches actuelles, qui sont basées sur des compilations de données à l'échelle globale ou encore sur des zircons détritiques, c'est que les zircons sont pris en dehors de leur contexte géologique et pétrologique, et donc toutes ces limitations, elles sont impossibles à évaluer dans les données et les approches actuelles. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu discuter aujourd'hui, finalement à quel point ce saut d'échelle entre le minéral accessoire qu'est le zircon et le continent peut être un problème pour tracer l'évolution des continents dans leur ensemble. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire de raisonnable à partir de ces données pour tracer l'évolution de la côte? Donc pour ça, je vais
vous montrer un certain nombre d'études de cas où on a des contraintes géologiques et pétrologiques assez fortes pour interpréter correctement les données uranium, plomb et hafnium dans les zircons. Et puis le zircon, c'est cool, mais il n'y a pas que le zircon dans la vie, donc qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres phases accessoires? On sait maintenant qu'on peut analyser dans l'apatite, par exemple, plusieurs systèmes isotopiques radiogéniques à longue période, notamment uranium, plomb, strontium et néodyme. Donc dans la deuxième partie, je vais discuter un peu quelles informations complémentaires et supplémentaires on peut avoir par l'analyse de ces autres minéraux accessoires. Alors je commencerai la partie sur le zircon avec l'exemple du bloc de Petersburg, qui est situé, c'est le bloc le plus septentrional du craton archéen du Cap-Val, ici en Afrique australe. Donc c'est un terrain bien étudié. Il y a à l'heure actuelle plus de 500 analyses roches totales chimiques publiées, pas loin de 100 âges d'uranium-plomb. L'histoire géologique est plutôt bien contrainte. Et cette histoire géologique, elle s'étale sur plus d'1 milliard d'années, en gros entre 3,4 milliards et 2 milliards avant aujourd'hui. Et on a une gamme assez large de types de granitoïdes, donc une gamme assez large de sources et de processus pétrogénétiques. Donc c'est un cas intéressant pour étudier finalement la différence entre l'enregistrement géologique et ce que va nous dire les isotopes de l'hafnium dans le zircon. Donc avec Armin Zer, à Francfort, on a pris une quarantaine d'échantillons de ce terrain, représentatifs de la diversité géologique à la Formant, et on a analysé les zircons pour les âges uranium-plomb et l'isotope de l'hafnium in situ par ablation laser. Donc voilà les résultats, résumés dans ce diagramme epsilon hafnium versus âge, où chaque point correspond en fait à la moyenne de plusieurs analyses UPB et hafnium dans plusieurs zircons d'un échantillon de nous. Donc on peut voir plusieurs choses dans ce diagramme, mais surtout je voudrais attirer votre attention sur ce trend linéaire, cette évolution de cette décroissance des epsilon hafnium vers les âges plus jeunes, qui concerne la majorité des échantillons et surtout tous les échantillons plus jeunes que 3 milliards d'années en gros. Donc cet alignement, il commence à un âge d'environ de 94, de 95 milliards d'années, et il correspond géologiquement à la mise en place de roches de la série TTG, donc des tonalites trondhjémites granodiorites, qui sont aujourd'hui ces gneiss gris, et dont les concentrations en lutécium et en hafnium définissent un rapport père-fils lutécium-hafnium qui correspond assez bien à la pente de cet alignement montré dans l'espace hafnium-temps. Donc si on combine toutes ces observations, et si on part des hypothèses de base de l'évolution, des modèles d'évolution des continents sur la base de l'hafnium, on en conclurait que ce trend, il s'explique par un recyclage continu pendant des centaines de millions d'années d'une croûte TTG formée à 2,94 milliards d'années. Seulement le problème, c'est que l'ensemble des granitoïdes qui constituent ce trend, ce n'est pas uniquement des granites formés par fusion de TTG, donc comme on le voit bien dans ce diagramme ternaire que je vais utiliser assez souvent par la suite, et qui permet de distinguer entre les différentes sources des granitoïdes. Ici, un pôle sodium-potassium qui permet de déterminer des liquides issus de fusion d'une roche métallumineuse pauvre en potassium, donc plutôt une source mafique crustale. Ici, un pôle à source NK qui correspond à des sources crustales peralumineuses et riches en potassium, donc des roches felsiques préexistantes. Et là, un pôle correspondant à des roches à la fois ferromagnésiennes et riches en éléments incompatibles, donc c'est fer, magnésium, et SB correspond à strontium et barium. Donc ça correspondrait plutôt à des sources enrichies en éléments incompatibles. Donc on voit que dans le bloc de Petersburg, on a des granitoïdes qui se répartissent selon les différents champs, des TTG, des granites abiotites issus de la fusion de roches préexistantes crustales, des sanukitoïdes, donc qui sont des diorites à granit riches en éléments incompatibles et mafiques, et puis un certain nombre de granites hybrides qui se baladent un peu entre les différents champs. Donc clairement, la géochimie et la pétrologie nous disent que finalement, on n'a pas une source unique, mais un ensemble de sources et de processus pétrogénétiques, alors que l'hafnium semble nous dire que non, on a une source crustale donnée et qu'on la recycle en continu pendant des centaines de millions d'années. Donc comment expliquer un peu ce paradoxe? C'est ce que je vais discuter dans les diapos. Alors il y a un type de roche pour lequel on n'est pas trop embêté, c'est les granites abiotites, puisque ce sont ces granites leucocrates de fusion crustale typiques, qui sont associés souvent à des migmatites de TTG, et qui contiennent, comme on le voit dans ce diagramme, des zircons hérités, ici en vert, qui ont le même âge et la même composition isotopique d'hafnium que les zircons cristallisés dans les TTG à 2,94 milliards d'années, qui sont l'initiation de mon trend ici. Donc pour ces roches, il n'y a pas trop de doute qu'ils proviennent bien de la fusion de ces TTG à 2,94, et donc leur position le long de ce trend, c'est pas vraiment une surprise, c'est même plutôt rassurant. Alors par contre, quand on s'intéresse au groupe des TTG, donc il y a des évidences pétrologiques et géochimiques qui nous disent que tous ces TTG ils proviennent de la fusion d'une croûte mafique un poil plus ancienne, 3,17 milliards d'années. Et on voit que les échantillons les plus récents ici, ils ne se répartissent pas selon cette droite d'évolution isotopique de la croûte mafique, mais ils sont plutôt sur le trend de recyclage des TTG les plus anciens.
Et il s'avère que ces échantillons les plus jeunes, souvent ils contiennent des enclaves qui correspondent pétrologiquement et chronologiquement à ces TTG les plus anciennes. Et eux aussi ont des zircons, des xénocrystes et des zircons hérités, dont l'âge et la composition isotopique d'hafnium sont les mêmes que ceux des TTG les plus anciennes. Donc on en a conclu que ces échantillons-là, leur composition, la compo d'hafnium de leurs zircons ne correspondait pas à celle de la source, mais à celle de la croûte dans laquelle ils s'étaient mis en place, et donc qu'ils avaient probablement assimilé ces TTG les plus anciennes lors de leur mise en place, ce qui explique leur position ici sur cette ligne. Enfin, en ce qui concerne les salichytoïdes, les granitoïdes hybrides et quelques roches alcalines mises en place au paléoprotérozoïque, donc ce sont des complexes plutoniques où les roches mafiques, voire ultramafiques, ont une part importante. Donc on a beaucoup de diorites, des gabbros, des mélanges entre des roches mafiques et des roches felsiques. Et ces composants mafiques, ils sont trop pauvres en silice et trop ferromagnésiens pour représenter des liquides de pure fusion crustale, donc on a besoin d'invoquer une source mantélique pour expliquer ces roches. Mais ce sont aussi des roches potassiques qui sont très riches en tous les éléments incompatibles en général, donc ils proviendraient vraisemblablement d'une source mantélique enrichie par du matériel cristal. Et donc pour expliquer leur position sur le trend de recyclage des TTG, eh ben, on peut envisager qu'on a eu des sédiments issus de l'érosion de ces TTG qui sont entrés en subduction et ont contribué à enrichir le manteau sous-jacent, ce qui a imparti une composition d'hafnium crustal à la source de ces magmas et à ces magmas par la suite. Donc si je résume les trois dernières diapos, dans le bloc de Petersburg, on a en gros une histoire en deux étapes. Tout d'abord, on va former une croûte TTG volumineuse à 2,94 milliards d'années, qui est du reste ce qu'on voit sur le terrain, ce sont les roches les plus abondantes à l'affleurement. Et ensuite, on va recycler cette source pendant tous les événements magmatiques postérieurs, mais selon des modalités très différentes. D'abord par assimilation pour les TTG plus récents, puis par fusion partielle directe pour les granites aglétites, et enfin par un cycle supergène et de subduction pour les roches, pour les salichytoïdes et les roches hybrides formées plus tardivement. Donc s'il y avait déjà un message à tirer de cette étude, ce serait que les isotopes de l'hafnium nous permettent dans les zircons de tracer l'implication de croûtes anciennes dans la source des magmas, et notamment l'implication du composant crustal majoritaire dans un lieu donné, mais toutefois, en aucun cas, ils nous permettent de dire quoi que ce soit sur les mécanismes de ce recyclage, et a fortiori sur le contexte tectonique dans lequel ce recyclage a eu lieu. Alors pour vous montrer que le cas du bloc de Petersburg, c'est plutôt la règle que l'exception, j'ai pris l'exemple d'un autre terrain précambrien, sur lequel j'ai bossé en postdoc à Liège, donc qui est le complexe de Westroms. Donc c'est un coin pas très connu, tout au nord de la Norvège, qui est en continuité lithologique et géologique avec le bouclier baltique, en fait, sous les Calédonides de Norvège. Donc il affleure sous forme d'une série d'îles, hein, où affleurent les terrains précambriens en fenêtre sous les nappes calédoniennes, situées ici, et remonter dans la marche passive norvégienne pendant l'ouverture de l'Atlantique. Donc en plus d'être un très beau coin, les conditions d'affleurement sont exceptionnelles, puisqu'on a des coupes continues tout le long du littoral. Et l'histoire géologique est aussi très intéressante, puisqu'on a encore une fois plus d'1 milliard d'années d'histoire géologique, entre grosso modo 3 milliards et 1,7 milliard avant Jean. Donc c'est ce qui vous est résumé sur cette carte. Donc regardez pas trop les âges, mais plutôt les couleurs, hein, qui correspondent à différentes lithologies et différents âges. Donc pour les terrains archéens, on a deux parties. Une partie au nord-est ici, où on a ces tons violets qui dominent, qui sont ces gneiss, de composition clairement TTG, et qui sont aussi les roches les plus anciennes, aux alentours de 2,9, de 8 milliards d'années. Dans la partie sud-ouest, on a plutôt ces tons rosés, là, qui correspondent en fait à des gneiss de composition salichytoïde et granitique, et qui sont un poil plus jeunes, aux alentours de 7, de 6 milliards d'années. Et enfin, on a ces grosses patates jaunes et oranges, qui sont des intrusions paléoprotérozoïques, de composition granitique, et avec un petit peu de roches mafiques également, qui ont aussi une affinité de salichytoïde. Donc quel est l'enregistrement UPB hafnium dans les zircons de ces roches? Donc tout d'abord, on retrouve cette dichotomie entre une partie nord-est TTG et une partie sud-ouest salichytoïde granite en termes d'isotopes de l'hafnium. On voit que les deux forment deux groupes bien distincts. Et spécifiquement, les granites et les salichytoïdes ici ne peuvent pas provenir du recyclage TTG plus ancien, puisqu'ils ne tombent pas sur la droite de recyclage de ce composant crustal. Donc vraisemblablement, on avait deux blocs crustaux bien définis, avec des histoires de formation et de recyclage de croûtes distincts, et probablement une zone de séparation là, qui se promène entre eux. Puis ce qui est intéressant ici, dans un second temps, c'est le magmatisme protérozoïque, puisque à la fois les roches mafiques représentées par les cercles et les granites représentés par les diamants ont des zircons avec des compositions isotopiques d'hafnium très négatives, entre en gros moins 7 et moins 13, qui semblent correspondre à du recyclage de différentes proportions de ces deux blocs crustaux archéens beaucoup plus anciens.
Donc comment cette croûte archéenne a été impliquée dans la source de ces magmas? Ben, vous me voyez venir, comme dans le cas du bloc de Pétersbourg, les roches mafiques sont d'affinités sanuquitoïdes, donc elles sont pauvres en silice et potassiques et riches en tous les éléments incompatibles. Donc encore une fois, elles ont probablement une source mantélique enrichie et il faut invoquer un matériel crustal qui dérive de la croûte archéenne locale, hein, soit des sédiments, soit de la croûte inférieure des laminés, soit des liquides qui ont même percolé à l'archéen. Ça, c'est pas encore bien défini, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on ait un composant cristal issu de cette croûte archéenne. Et pour les granites, alors ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que les granites ne peuvent pas être issus de la fusion directe de la croûte archéenne, en tout cas pas des TTG, puisqu'on voit ici qu'ils sont plus potassiques et plus péralumineux que ce champ violet qui correspond au liquide de fusion de TTG. Donc il faut envisager, là encore, qu'ils aient une source qui puisse correspondre par exemple à des sédiments issus du recyclage, en tout cas de l'érosion de ces TTG, et que ce soit ces sédiments qui ont fondu pour donner les granites protérozoïques. Donc encore une fois, l'hafnium nous dit qu'on recycle la croûte archéenne, mais en aucun cas c'est par fusion directe de ce composant de croûte archéenne. Donc ça, c'était 2 études de cas précambriennes. Pour faire un petit peu la balance et terminer sur la partie zircon, j'ai voulu présenter les résultats récents qu'on a obtenus sur le Massif central, l'est du Massif central en tout cas, et notamment dans le cadre de la thèse de Simon Fusilier. Donc pour ceux qui étaient à sa soutenance vendredi, ça va être un peu répétitif et je m'en excuse. Donc l'affleurement dans l'est du Massif central est dominé par des migmatites et des granites essentiellement carbonifères, donc liés à l'orogénèse persinienne. Et dans l'unité supérieure et inférieure des gneiss, donc tout ce qui est en ton plutôt grisé sur cette carte, on a un certain nombre d'ortho et de paragneiss, dont les âges varient entre le néoprotérozoïque et l'ordovicien, et qui nous racontent finalement l'histoire prévarisque du Massif central. Donc on a fait un peu le même exercice que dans les autres domaines précambriens. On a pris donc les granites, mais aussi les métasédiments, et on a analysé les zircons pour l'âge et les compositions isotopiques d'hafnium. Donc je ne parlerai pas trop de ceux-là qui sont assez mineurs en termes de volume. Donc vraiment le magmatisme le plus important constitue ce trend ici. Donc ces granitoïdes, là, ils s'alignent selon cette tendance, qui correspond à des âges modèles environ à 1,2 milliard d'années. Donc qui semble nous dire que le magmatisme dans l'est du Massif central provient du recyclage d'une croûte mésoprotérozoïque. Le souci, si on regarde le contexte paléogéographique du Massif central, qui est celui du Gondwana, représenté ici, on voit que la croûte mésoprotérozoïque, donc c'est ces petits lambeaux verdâtres, déjà c'est pas grand chose en termes de volume, et en plus c'est situé à des milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres de la position paléogéographique du Massif central ici. Donc on voit mal comment cette croûte aurait pu être impliquée en quoi que ce soit dans la source de ces graines. Par contre, ce contexte ici correspond à celui d'un arc juvénile, cadomien, construit ou en tout cas ayant interagi avec de la croûte paléoprotérozoïque et archéenne. Et il se trouve que l'érosion de cet arc a probablement formé des sédiments qui sont ceux qu'on retrouve aujourd'hui en tant que paragneiss dans le Massif central. Et lorsqu'on étudie les zircons détritiques, donc c'est toutes les petites croix dans le diagramme, hein, on voit que les zircons détritiques dans ces métasédiments montrent un étalement très important des epsilonhafnium à l'âge de formation du Gondwana, et qui correspond donc à un mélange entre une source très juvénile, qui correspondrait à l'arc cadomien, avec des sources paléoprotérozoïques et archéennes, donc qui sont typiquement celles qu'on trouve dans le contexte paléogéographique du Massif central. Donc on peut envisager que la composition moyenne de ces sédiments soit située quelque part vers l'étoile, qui correspondrait donc artificiellement à des âges mésoprotérozoïques, et que ces sédiments aient ensuite fondu pour donner l'ensemble des granitoïdes qu'on observe à la flore. Et ça, c'est cohérent avec la pétrologie et la géochimie, puisque l'ensemble de ces granitoïdes sont principalement de type S, c'est-à-dire issus de la fusion de lithologie métasédimentaire. Donc un autre point intéressant dans le Massif central, c'est qu'à la fin de l'évolution varisque, on a la mise en place de roches mafiques, qu'on appelle localement les voniérites. C'est des roches très riches en potassium et en éléments incompatibles, donc encore une fois d'affinité sanuquitoïde. Et ces roches, elles contiennent des zircons dont les compositions isotopiques d'hafnium recouvrent très bien celles des granitoïdes contemporains, donc là aussi des signatures assez crustales, et qui sont placées sur ce trend d'évolution de la croûte locale. Donc il faut encore une fois envisager que c'est ce composant principal de la croûte locale qui a contribué à enrichir le manteau sous-jacent au Massif central, donc probablement ces sédiments cadomiens ont été subductés juste avant l'orogénèse varisque pour enrichir la source des voniérites et leur impartir une signature isotopique très négative. Donc si je résume un peu tout ce que je vous ai raconté sur ces trois contextes, hein, bloc de Pétersbourg, Westrums et Massif central, le message important qui sort, c'est que les isotopes de l'hafnium
dans les zircons peuvent permettre de tracer l'implication de sources anciennes de croûtes anciennes dans la source des magmas, et notamment l'implication du composant crustal majoritaire dans le secteur en question. Mais par contre, ils fournissent aucune information sur les mécanismes de recyclage de cette croûte, et ceux-ci peuvent être très différents de simplement la fusion directe de croûtes anciennes, qui est l'unique hypothèse finalement prise en compte dans les modèles d'évolution crustale basés sur l'hafnium dans les zircons à l'heure actuelle. Et du fait de la complexité de ces différents processus et de leur diversité, si vous prenez une composition isotopique en hafnium dans un zircon sorti de son contexte pétrologique, clairement on est incapable de retrouver les différentes proportions des composants mis en jeu, ou encore la nature de ces processus géologiques à l'origine des magmas. Donc ce qui fait pour moi que toute interprétation géodynamique ou en termes d'évolution du volume de croûte continentale, etc., est équivoque si elle est seulement basée sur l'hafnium dans le zircon, hors de ce contexte géologique. Alors une autre implication intéressante, c'est que dans tous ces contextes, on a la mise en place de roches mafiques issues du manteau, mais qui ont des zircons dont les signatures sont clairement non mantéliques, qui ressemblent beaucoup plus à de la croûte, avec des epsilon hafnium très négatifs. Et comme je vous l'ai dit tout au long des diapos précédentes, ces roches sont probablement une source hybride, constituée par du manteau enrichi par de petites proportions de matériel sédimentaire, ou en tout cas crustal. Et comme Simon l'a très bien montré en ramenant à la vie finalement un bilan de masse tout simple, c'est que dans un tel mélange, du fait des grandes différences de concentration en éléments incompatibles entre le manteau et le composant crustal, c'est ce dernier qui va entièrement contrôler la composition isotopique du mélange pour les éléments incompatibles, ce qui concerne tous les traceurs isotopiques radiogéniques à longue période, dont l'hafnium. Donc finalement, ces roches ont une source principalement mantélique, mais vont avoir une signature isotopique purement crustale, et ce, malgré le fait qu'elles représentent donc, des additions non négligeables au volume crustal. Donc, ce qui est intéressant avec ces roches, c'est que finalement, c'est de la nouvelle croûte absolument invisible en termes d'isotopes de l'hafnium dans les zircons. J'avais oublié que j'avais mis ça. Oui, il y a quelques complexités additionnelles qu'on peut aussi prendre en compte, dont je n'ai pas trop parlé, mais qu'on voit notamment dans le cas du bloc de Petersburg. C'est que un liquide, si vous faites fondre une source crustale qui contient du zircon, ce qui est souvent le cas, le magma formé peut être typiquement en déséquilibre isotopique avec sa source. Et en effet, le zircon, il prend la majorité de l'hafnium, du budget en hafnium de la roche, donc il a un rapport lutetium-hafnium très faible, donc il évolue isotopiquement très lentement. Par contre, à l'inverse, la matrice, donc le reste des minéraux de la roche, va avoir un rapport lutetium-hafnium beaucoup plus élevé et évoluer beaucoup plus rapidement vers des compositions très radiogéniques. Donc si vous faites fondre l'ensemble en laissant par exemple le zircon au résidu, votre magma peut avoir une composition beaucoup plus radiogénique que celle de la source dans son ensemble. Et c'est ce qu'on observe pour certains granitoïdes du bloc de Petersburg. Donc tout ça pour dire, donc là j'ai replacé les différents échantillons que j'ai étudiés dans les trois contextes à l'échelle de ces grandes compilations de données globales qui sont utilisées pour tracer l'évolution des continents sur la base de l'hafnium, que, à mon avis, ce saut d'échelle entre le zircon et le continent, ça ne marche pas, il y a trop de paramètres complexes dans l'acquisition de la composition isotopique de l'hafnium du zircon qui font que c'est probablement beaucoup trop simple. Voilà, assez parlé du zircon. On va, pour la dernière partie, regarder un peu ce que donnent les apatites. Donc pourquoi s'intéresser aux apatites? Comme le zircon, c'est un minéral accessoire très commun, on le trouve aussi fréquemment comme grain détritique dans les sédiments. Et il peut également être daté, soit directement par la méthode uranium-plomb, soit s'il est en inclusion dans un minéral datable, typiquement dans un zircon. Et l'apatite présente en plus un certain nombre d'avantages supplémentaires par rapport au zircon, celui notamment de cristalliser dans des roches mafiques, voire ultramafiques, donc ce qui n'est vraiment pas le cas du zircon. On peut étudier deux systèmes isotopiques radiogéniques à longue période, le strontium et le néodyme, qui sont suffisamment riches dans l'apatite pour être analysés in situ. Et comme l'a montré Émilie récemment, la composition chimique de l'apatite est beaucoup plus informative sur la composition de la roche dans laquelle elle est cristallisée que dans le cas du zircon. Donc j'ai voulu essayer de voir si l'apatite était aussi robuste que le zircon pour tracer l'évolution d'un secteur de croûte continentale donné. Donc j'ai pris l'exemple du bloc de Petersburg dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la présentation. Et pourquoi ce choix? Simplement parce que j'avais des échantillons bien caractérisés en termes d'âge uranium-plomb, en termes d'isotope de l'hafnium, donc c'est le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, et également en termes d'isotope du néodyme, puisque j'ai des données également roche totale dans ce secteur que j'ai fait ici pendant ma thèse. Donc j'ai pris un certain nombre d'échantillons de ce bloc de Petersburg, représentatifs des différents types de granitoïdes,
Et on a analysé dans les apatites les éléments traces, les âges UPB, les isotopes du strontium, les isotopes du néodyme, pour voir ce qu'on pouvait un peu en tirer. Donc les résultats en termes d'éléments en traces, donc déjà on voit ici un diagramme thorium-uranium, lantane-samarium qui montre la composition des apatites dans les différents types de granitoïdes du bloc de Pétersbourg. Et on voit qu'on a une distinction assez claire entre de la composition des apatites en fonction du type de granitoïde. Donc ça permet de discriminer relativement bien les différents types. Et ici, sur le diagramme de droite, on voit que la composition moyenne en strontium des apatites est corrélée à la composition en strontium de la roche totale, donc de l'échantillon qui les contient. Et cette corrélation, elle recouvre assez bien celle qu'a mis en évidence Émilie sur la base de granitoïdes post-archéens. Donc ces deux diagrammes confirment finalement que l'apatite est assez sensible à la composition de la roche haute et donc qu'elle permet d'informer sur la nature du magma dans laquelle elle va cristalliser. Ce qui est très intéressant. Par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est les isotopes. Donc ça, c'est deux diagrammes qui fonctionnent de la même manière que ce que je vous ai montré avec l'hafnium sur le zircon. Vous avez la composition l'epsilon néodyme ici et la composition isotopique initiale de strontium en fonction de l'âge, qui est donné ici par l'âge uranium-plomb dans le zircon de l'échantillon correspondant. Donc ici, pour le néodyme, on a les roches totales en gris, et on a leur traîne d'évolution, un peu de la même manière que pour l'hafnium dans le zircon. Et on voit que pour la plupart des échantillons, pour ne pas dire tous, les apatites, l'epsilon néodyme des apatites est significativement plus faible que celui donné par la roche totale. Et pour le strontium, on a moins de contraintes sur les roches totales, mais là où on a un petit peu la relation inverse. Le strontium semble être plus radiogénique dans les apatites que dans les roches totales, et c'est potentiellement le cas aussi pour les échantillons plus anciens. Donc si on exclut des problèmes analytiques ou de datation des roches, il faut envisager que la composition isotopique de ces apatites, à la fois en strontium et en néodyme, finalement n'enregistre pas l'événement magmatique, mais a été perturbé pour une raison ou pour une autre après la cristallisation de la roche haute. Et ça nous est confirmé par la réalisation d'isochrones sur la base de ces données apatites en samarium-néodyme. Donc là, il y a trois diagrammes isochrones samarium-néodyme, classiques, pour trois échantillons différents. Et on voit que dans ces trois cas, les apatites définissent des isochrones raisonnables, mais dont l'âge est significativement plus jeune que l'âge uranium-plomb donné par le zircon. Et parfois, c'est très significatif, là c'est pas loin de 500 millions d'années entre les deux âges. Donc clairement, ces apatites, elles n'enregistrent pas quelque chose de magmatique. Mais par contre, c'est là où c'est intéressant, la composition de la roche totale tombe systématiquement sur l'isochrone défini par les apatites. Simplement, celle-ci elle a une pente plus faible qu'une isochrone idéale qui serait définie par l'âge dans les zircons, donné en pointillé ici. Donc finalement, ça impliquerait que ces apatites, à un certain moment bien après la cristallisation, elles aient été isotopiquement rééquilibrées à l'échelle de la roche totale pour le système samarium-néodyme. Alors que disent les âges uranium-plomb dans ces apatites? Donc l'apatite, on peut, comme je vous le disais, également la dater, mais elle contient du plomb commun. Donc je vais présenter toutes les données sous forme d'un diagramme Terra-Wasserburg ici, avec la composition isotopique de plomb radiogénique et le rapport de 138-206 en X. Donc voici un exemple pour un échantillon. Donc à partir de là, on n'a pas l'impression qu'on peut vraiment définir un âge, on a un grand étalement des données, absolument rien n'est concordant. Mais si on y regarde de plus près, dans ce type de diagramme, on peut tracer des droites de mélange entre à un âge donné une composition de plomb commun et une composition de plomb radiogénique. Par exemple ici, pour l'âge de cristallisation de cet échantillon donné par le zircon. Et on voit qu'on a quelques analyses d'apatite qui arrivent difficilement à se répartir le long de cette droite de mélange. Donc elles auraient envie d'enregistrer quelque chose de magmatique. Et on peut faire le même exercice à l'âge que nous donne l'isochrone samarium-néodyme que je vous ai présenté juste avant. Donc l'âge de 2,5 milliards d'années ici. Et on voit qu'on a quasiment le reste des analyses qui se répartissent sur cette droite de mélange entre le plomb commun et le plomb radiogénique à 2,5 milliards d'années. Donc dans cet échantillon, on a quelques apatites qui préservent vaguement un âge magmatique et la plupart des autres qui ont été rééquilibrés à peu près en même temps que l'âge donné par le samarium-néodyme. Et ça, c'est la même chose dans la plupart des échantillons, et vous voyez que dans certains, on n'a même plus du tout d'apatites qui ont enregistré l'épisode magmatique, et tout semble rééquilibré au même âge que le samarium-néodyme. Alors bien sûr, c'est des isochrones assez imprécises, mais elles sont à un âge significativement différent que les âges donnés par le zircon. Donc à partir de ça, on peut construire ce type de diagramme où on a l'âge de perturbation ici pris comme étant l'âge de cristallisation donné par le zircon. Et on voit donc que pour la plupart des échantillons, notamment les plus anciens, l'âge de perturbation, bien sûr,
est plus jeune, mais surtout il peut être corrélé à des événements thermiques qui sont les derniers événements qui ont affecté la croûte locale. Par exemple ici, la mise en place des derniers granitoïdes à 2,7 milliards, ou encore des épisodes de cisaillement et de circulation fluide qui sont régionalement bien mis en évidence à 2,5 milliards et 2 milliards. Donc finalement, il semblerait que, en tout cas pour les systèmes Samarium Neodyme et UPB, l'apatite enregistre les derniers événements, l'histoire vraiment tardive d'évolution de la croûte locale. Donc ça, c'est pas très prometteur en termes d'évolution, pour comprendre l'évolution d'un secteur donné et son évolution crustale dans son ensemble. Mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas essayer de tirer quelque chose de ces échantillons les plus récents, puisque eux ont l'air de raisonnablement tomber sur la droite 1,1, c'est-à-dire l'âge pour lequel ce qu'on a sur la base de l'apatite et ce qu'on a sur la base du zircon semble concordant. Et dans ces échantillons, donc dans les granitoïdes les plus tardifs, il s'avère qu'en UPB, la plupart des apatites se placent sur ces droites de mélange entre la composition du plomb commun et la composition du plomb radiogénique à l'âge de cristallisation de zircon, et les intercepts inférieurs sont dans les incertitudes les mêmes que l'âge donné par le système UPB dans le zircon. Donc ça c'est rassurant, ça veut dire que dans ces granitoïdes les plus récents, les apatites ont l'air d'avoir préservé l'histoire magmatique des roches, et donc on peut les utiliser éventuellement pour mieux caractériser cette histoire magmatique. Donc j'ai essayé d'appliquer ça pour l'un de ces systèmes plutoniques tardifs, qui est le pluton de Mattock, qui est localisé ici dans le bloc de Petersburg. Donc c'est un pluton typiquement d'affinité sanuquitoïde, où on a des roches dioritiques, situées ici dans le diagramme, et des roches granitiques situées ici. Et les diorites sont censées être issues d'une source mantélique enrichie en éléments incompatibles, comme j'ai discuté plus tôt. Et les granites ont des compositions qui matchent raisonnablement bien des granites issus de la fusion cristal locale. Par contre, on a des volumes importants de ces granodiorites, c'est même la roche principale du pluton. Et leur origine est un petit peu plus ambiguë, elle pourrait dériver soit de la différenciation de ces diorites, soit d'un mélange de magma entre les diorites et les granites, donc finalement un mélange entre des magmas mantéliques et des magmas cristaux. Donc j'ai essayé un peu de faire la part des choses entre ces différents processus sur la base de l'apatite entre autres. Donc dans le pluton de Mattock, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'on a souvent des affleurements spectaculaires de mélange de magma, où on a des diorites qui sont intrudés par des magmas granitiques, plus felsiques en tout cas, et qui forment souvent ces hybrides de composition intermédiaire, parfois qui se mettent au contact entre les différents corps magmatiques, et des zones de mélange assez actives où on a des enclaves, des chirones, du matériel mafique dans le matériel plus felsique. On a aussi toutes les caractéristiques des zones de mélange de magma avec des feldspaths rapakili, des ocelles, enfin ce genre de choses. Donc il semble y avoir une importance assez forte des processus de mélange de magma dans ce cas précis. Donc on a essayé de caractériser ça sur la base de l'apatite et d'autres minéraux accessoires en prenant des échantillons hybrides dans ces zones de mélange. Donc à quoi ressemblent les apatites dans ces zones de mélange? Donc ça c'est des images en cathodo. On voit que typiquement les apatites montrent cette très belle zonation plus ou moins concentrique avec des zones un peu vertes et un peu bleues. Alors je suis désolé, je suis un peu daltonien donc je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, on a cette zonation qui est bien visible. Et on a autour des bordures jaunes qui semblent un petit peu lier les différents grains d'apatite entre eux. Et cette zonation texturale, elle correspond à des variations chimiques en termes d'éléments en trace. On voit notamment qu'on a par exemple une augmentation brutale des teneurs dans tous les éléments en trace, mis à part le strontium, mais ça j'y reviendrai. Donc de tous les éléments en trace dans ces zones bleues là qui entourent ces cœurs plus homogènes. Donc on a une zonation très forte en termes de concentration d'éléments en trace dans les apatites. Mais par contre, on se rend compte quand on regarde les rapports élémentaires que ces différents domaines dans les apatites, les cœurs, les bordures bleues, etc., ils ont des rapports, par exemple ici thorium-uranium et lantane-samarium, très proches les uns des autres. Et ce diagramme, je l'ai utilisé tout à l'heure pour discriminer entre les différents types de granitoïdes. Donc ça suggère finalement que tous ces domaines dans les apatites cristallisent à partir de magmas qui sont cogénétiques, qui ont la même source et la même histoire de différenciation. Donc comment expliquer dans ce cas qu'on ait des variations importantes en termes de concentration en éléments en trace? Si on s'intéresse au partitionnement, au fractionnement des éléments dans l'apatite en fonction de la teneur en SiO2 du magma dans lequel elle cristallise, on voit que plus on est riche en silice, plus on incorpore d'yttrium et de terres rares dans les apatites. Donc finalement, on pourrait interpréter ces variations comme reflétant différentes teneurs en silice du magma à partir duquel l'apatite a cristallisé. Donc on peut interpréter ces zonations comme issues de la cristallisation lors du mélange entre deux magmas,
un magma de composition plutôt mafique, plutôt diurétique, à partir duquel les zones plutôt vertes cristalliseraient, et un magma felsique, plus granitique, granodiurétique, à partir duquel les zones bleues riches en yttrium et en terres rares ont cristallisé. Mais du fait de cette similitude dans les rapports d'éléments en trace, eh bien, ces deux magmas seraient en fait cogénétiques et pourraient représenter donc des produits de différenciation d'un même magma issu du manteau, mais simplement à différents stades de leur différenciation. Donc que disent les isotopes maintenant? Donc ça c'est des diagrammes en une dimension en fait du rapport isotopique initial de néodyme et de strontium dans les apatites, donc que sont les triangles et aussi les sphènes. Ici c'est des sphènes du même échantillon représentées par les diamants. Alors, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, les apatites et les sphènes montrent un certain étalement des epsilon néodymes, mais aussi des rapports isotopiques de strontium, qui sont typiquement pas résolus par la roche totale, qui nous donne une variabilité de en gros 2 unités epsilon avec son incertitude, alors que là on varie de 4 à 5 unités epsilon. Et on voit aussi que ces variations, elles sont corrélées aux textures des apatites, puisque les cœurs, donc ce qui correspond aux zones vertes, ont plutôt des epsilon néodymes plus bas et des rapports isotopiques de strontium plus bas, que les spots qui incorporent des volumes importants de ces bordures bleues, où là on a des epsilon néodymes plus élevés et des compositions très radiogéniques en strontium. Donc vraisemblablement, les compositions isotopiques des apatites et des sphènes dans ce cas précis ont l'air aussi de nous dire que les deux magmas qui se sont mélangés, malgré le fait qu'ils soient cogénétiques, avaient des compositions isotopiques légèrement différentes, donc peut-être qu'ils tracent des inhomogénéités de la source ou des choses de ce genre. Donc on a vu que les apatites et d'autres minéraux accessoires pouvaient nous aider à retrouver les différents composants en présence, donc les deux magmas mélangés, les compositions isotopiques de ceux-ci. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire maintenant sur le processus de mélange en lui-même? Eh bien, on se rend compte à l'échelle d'un échantillon hybride, ici c'est les compositions en néodyme et en strontium des sphènes et des apatites. On voit qu'en ce qui concerne le néodyme et toutes les autres terres rares en général, on a des variations très importantes à l'échelle de l'échantillon, de l'ordre de 1 à plusieurs ordres de grandeur, alors que les compositions en strontium sont très homogènes et ont typiquement un écart type qui est de l'ordre d'une dizaine de pourcents, ce qui est grosso modo équivalent à l'erreur analytique. Donc ça suggère qu'on a un processus de fractionnement diffusif lors du mélange de magma, c'est-à-dire que les deux liquides vont s'hybrider plus rapidement pour le strontium que pour les terres rares, en raison de vitesses de diffusion différentes. Et cette observation peut nous aider à contraindre les durées pendant lesquelles les deux magmas ont échangé chimiquement l'un avec l'autre, puisque la durée minimum est celle qu'il faut pour rééquilibrer complètement les compositions en strontium, et la durée maximum est celle qu'il faut pour préserver les variations chimiques en néodyme que l'on observe dans les minéraux accessoires. Et si on suppose une certaine échelle d'hétérogénéité, typiquement celle qu'on observe dans les zones de mélange du pluton de Mattock, donc quelques 1 à 2 cm, eh ben, ça nous donne des vitesses d'équilibration entre les deux magmas de l'ordre de la dizaine à la centaine d'années. Donc ce qui est relativement rapide et assez intéressant de voir que finalement on peut retrouver la durée de processus géologique à l'échelle de la dizaine ou de la centaine d'années dans des roches qui ont 2,7 milliards d'années. Voilà, pour conclure cette partie sur l'apatite, ce qu'on a mis en évidence, c'est que l'enregistrement des isotopes radiogéniques, donc à la fois UPB, samarium néodyme et rubidium strontium, même si j'en ai moins parlé, dans l'apatite a plutôt tendance à enregistrer les événements tardifs de l'évolution d'un secteur de croûte donné. Et de ce fait, c'est pas la très bonne nouvelle, c'est que l'apatite est probablement pas aussi robuste que le zircon pour caractériser les épisodes magmatiques et s'intéresser à la différenciation croûte-manteau dans son ensemble. Par contre, dans les cas favorables, et notamment dans le cas des événements magmatiques les plus récents dans un secteur de croûte donné, l'étude de l'apatite et d'autres minéraux accessoires, même si j'en ai pas parlé encore une fois, peut fournir des informations plus détaillées que l'étude simplement des roches totales ou encore du zircon. Par exemple ici, dans mon échantillon hybride du pluton de Mattock, les zircons ont vraisemblablement cristallisé assez tardivement et leur composition isotopique d'hafnium est homogène à l'échelle de l'échantillon, donc ils n'ont pas vraiment vu le processus de mélange de magma, ou bien l'hafnium n'est pas aussi sensible que le strontium et le néodyme dans ce cas précis pour tracer les inhomogénéités isotopiques. Voilà, donc pour terminer, rapidement, quelques messages importants que j'ai voulu mettre en évidence dans ma présentation. Je crois que vous l'aurez compris, je l'ai dit plusieurs fois, je pense vraiment que pour interpréter correctement des données isotopiques radiogéniques dans les minéraux accessoires, il est indispensable de les étudier dans leur contexte pétrologique et géologique. Sinon, tout simplement, on n'a pas les contraintes nécessaires pour interpréter ces données correctement.
Donc je pense à partir de là que les hypothèses de base des modèles qui utilisent les isotopes de l'hafnium pour tracer les continents sont trop simplistes à l'heure actuelle et font que ces modèles sont entachés de grandes incertitudes. Et l'apatite, il faut faire attention parce qu'elle est probablement beaucoup plus réactive que le zircon à des processus post-magmatiques, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'étudier en lien avec son contexte géologique. Mais le message positif, c'est que le couplage entre ces différents systèmes isotopiques et ces différents minéraux accessoires peut vraiment fournir des informations très détaillées sur l'évolution de la croûte dans un secteur donné notamment, puisque le zircon va plutôt tracer les différents composants crustaux en présence et l'histoire géologique et crustale dans un secteur donné. Et l'apatite, si elle est non perturbée, elle va fournir des détails très intéressants sur la nature des sources, les mécanismes mis en place et d'évolution des magmas. Et si elle est perturbée, elle va aussi fournir des informations, simplement pas les mêmes. Elle va plutôt caractériser des événements tardifs comme des interactions flux de roche, ou être utilisée comme un thermochronomètre pour caractériser l'évolution thermique de la croûte locale. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie.